Le cheval plaît beaucoup, hein. C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et de se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Nous étions impatientes de pouvoir enregistrer cet épisode. Cela fait des mois que son nom figure sur notre liste d'invités, et pour cause. Alexandra Francard est l'une des meilleures cavalières françaises, n'en témoigne son incroyable saison 2022. Mais s'il nous tenait tant à cœur de pouvoir la rencontrer, c'est avant tout pour la qualité de son équitation. Alexandra n'a pas quitté la scène du haut niveau depuis ses premiers Grands Prix dans les années 90, ses premiers championnats d'Europe en 2001 dans la catégorie jeune cavalier, depuis son titre de championne de France Pro 1 en 2005. Elle a porté la veste de l'équipe de France à plusieurs reprises, en Coupe des Nations et jusqu'aux Jeux équestres mondiaux de Tryon en 2018. Mais ce n'est pas tout. Ce qui nous inspire chez Alexandra Francard, c'est le juste équilibre qu'elle a su trouver entre vie professionnelle et vie de famille, qu'elle ne délaisse jamais. Mais nous avions aussi envie de la rencontrer pour sa passion, des chevaux, des jeunes chevaux et du sport, bien sûr. Avec Alexandra, nous avons parlé de sport, de sa vie de femme, de sa vie de maman, de cet équilibre délicat entre vie perso et vie sportive, des choix qu'il faut faire pour faire évoluer sa carrière et du temps qu'il faut savoir prendre pour construire ses chevaux. Ce jour-là, nous avons eu la chance d'échanger avec la cavalière, la femme, la mère qui est Alexandra Francard. Nous avons été heureuses de découvrir une personnalité engagée et sûre de ses opinions. Nous tenions alors à la remercier encore une fois pour le temps qu'elle a su nous accorder, ainsi que pour les propos qu'elle a tenus dans ce podcast. Comme toujours, si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de venir nous le dire par message privé sur les réseaux sociaux. Pouvoir échanger avec vous sur nos épisodes, c'est l'un de nos moteurs principaux pour faire avancer I Am an Equestrian. Entre notre invitée du jour, Alexandra Francard, et nous, il y a un dénominateur commun. J'aimerais vous dire que c'est notre sens du rythme ou notre précision en piste, mais non. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce n'est malheureusement pas notre équitation, plutôt notre partenaire, Dada Sport. Si vous nous suivez depuis le début de l'aventure I'm an Equestrian, alors vous vous en souvenez sans doute. Dada Sport était le partenaire de notre tout premier épisode avec la talentueuse Jessica Rodriguez. À l'aune de nos premiers enregistrements, nous avions contacté Caroline, fondatrice de la marque, pour lui pitcher notre projet. Une dose de passion, un brin d'esprit d'initiative et l'envie de construire. Notre projet rejoignait l'identité Dada et l'équipe avait immédiatement accepté de soutenir la production de notre premier épisode. Et en parlant de Caroline, la fondatrice de la marque, elle était d'ailleurs l'invitée de notre 3e épisode. Une entrepreneure, une cavalière, passionnée d'équitation, passionnée de cheval, c'était pour nous aussi une évidence de la recevoir dans le podcast. Alexandra Francard, quant à elle, est la première cavalière à avoir rejoint la team Dada Girls dès la création de la marque et elle ne l'a depuis jamais quittée. Dada Sport faisait en 2012 une apparition fracassante dans notre paysage équestre, en proposant pour la première fois une collection polyvalente à la frontière entre sport et lifestyle, avec des tenues de concours, d'entraînement ou des tenues du quotidien à porter en cours, au bureau ou au resto. Depuis cette date, chaque collection Dada Sport a su imposer son style contemporain, composé de modèles intemporels qui répondent aux contraintes des cavalières passionnées. Parce que l'équitation est un art qui appelle la sensibilité, la délicatesse et la patience, Dada Sport va au-delà de la technicité de ses tissus et du confort de ses créations. Penser des lignes au design moderne et intemporel, maîtriser la qualité, l'exclusivité des matières et rehausser chaque pièce de détail, voilà ce qui forge la singularité de Dada Sport. 10 ans après sa création, la maison française est désormais reconnue en France et à l'international. Entourée de ses façonniers et fournisseurs exclusivement européens, Dada Sport n'a de cesse de renforcer son processus de création et d'innovation autour de valeurs fortes telles que la bienveillance, l'éthique ou encore la recherche de solutions toujours plus éco-responsables.
D'année en année, Dada Sport a su poursuivre son chemin, se réinventer et proposer des collections où outerwear et activewear convergent pour incarner ces femmes libres et authentiques qui cherchent à se surpasser tout en gardant une allure aussi singulière. Libre, authentique et à l'allure singulière. Ne serait-ce pas vous, Léa, moi, mais surtout Alexandra ? Je vous propose d'écouter ces quelques mots que Alexandra a tenus à l'égard de Dada Sport. À la sortie de piste, c'était à Mâcon le week-end dernier. Elle était 2e du Grand Prix. Je peux prétendre, et je suis la première Dada Girl, et c'est une magnifique histoire qui s'est transformée rapidement à une histoire entre copines, j'ai envie de dire. Et c'est plutôt chouette. Les filles sont formidables, bien sûr. Leurs produits sont exceptionnels. Ils sont très saillants, ils sont très féminins. Et pour le coup, c'est super agréable de se sentir féminine sur un terrain de concours. Donc, surtout pourvu que ça dure. Donc, Dada Sport, pour vous, ça représente quoi ? À la ville, comme sur la piste, ça représente pour moi l'élégance, la performance et beaucoup de technicité. Allez, place à notre conversation avec Alexandra Francard. Bonne écoute. Bonjour Alexandra Francard. Bonjour. Avant d'amorcer notre échange, donc aujourd'hui à Bourg-en-Bresse, où vous êtes venu courir le CSI 4 étoiles, nous allons prendre le temps d'introduire cette conversation. Et je vais peut-être subjectiver un tout petit peu l'introduction, Alexandra. On vous l'a dit dans la voiture en venant ici. Vous êtes une des meilleures cavalières françaises. Votre style, votre feeling, votre compétitivité sont reconnus, admirés de tous. Et pourtant, j'ai le sentiment qu'on vous connaît peu. Il semblerait que vous soyez aussi performante que discrète. Vous êtes née donc dans un centre équestre où presque vos parents étaient dirigeants d'une structure qui combinait centre équestre et écurie de compétition. Et puis vous avez petit à petit gravi les échelons, vous avez atteint le très haut niveau. Vous avez à plusieurs reprises porté donc la veste de l'équipe de France sur des compétitions majeures, les championnats d'Europe, d'abord jeunes cavaliers, des Coupes des Nations et puis les JEM de Tryon en 2018. Est-ce qu'on peut vous demander de nous raconter un petit peu votre histoire, comment tout ça a commencé ? Vous avez le temps ? On a le temps, on a tout le temps. Donc oui, je suis issue du milieu des chevaux de par mes parents. Donc rapidement, j'ai été à cheval. Dès l'âge de 10 ans, je faisais de la compétition. Tout s'est fait de manière très naturelle. J'ai pas eu un grand cursus scolaire, donc après mon bac, naturellement, je suis devenue professionnelle. Pour le coup, je faisais ça vraiment à plein temps. Et tout s'est enchaîné, j'ai envie de dire, de manière naturelle. Ça veut dire que j'ai fait beaucoup de jeunes chevaux, beaucoup de quantité quand j'étais jeune aussi. Je pense que c'est un passage un petit peu obligatoire et pour se former, pour rencontrer beaucoup de chevaux. Et c'était surtout le système dans lequel je me trouvais à l'époque. Et puis j'ai rencontré plusieurs très bons chevaux qui m'ont fait grandir pour pouvoir faire des grands prix 1m50, 3 étoiles, des chevaux qui ont été vendus parce que malgré tout ça reste quand même une obligation pour nous quand de pouvoir conserver une certaine logique économique. Donc former, vendre, c'est un petit peu ce que c'est clairement ce que je fais toute ma vie, avec parfois des chevaux qu'on essaye de garder un tout petit peu plus longtemps pour pouvoir aussi se faire plaisir et puis pouvoir accéder à des rêves. Donc ça a été le cas de Volney qui nous a fait vivre effectivement une expérience juste fantastique. Mais pour autant, le commerce s'est fait quand même derrière. Volney qui était le cheval avec lequel vous avez couru Tryon et on reviendra un petit peu sur le sujet un petit peu plus tard dans la conversation. On l'a dit, donc, vous êtes née dans une famille de cavaliers. Est-ce que c'était une évidence pour vous d'évoluer professionnellement dans ce milieu ? Et est-ce que vous seriez vu faire autre chose de votre vie ? Moi, j'aurais aimé être avocate. Défendre la veuve et l'orphelin m'aurait fait rêver. Mais quand j'ai découvert qu'il fallait aussi défendre
des bandits, eh bien, j'ai vite arrêté ce rêve. Oui, alors en fait, j'ai même un frère et une sœur qui ont été à leur époque cavaliers. Donc ça a été forcément une évidence parce que je pense que quand on est dans une famille d'équitants, naturellement, on met les enfants à cheval. Je suis la seule à être restée dans le milieu parce que à la fin, c'est vraiment l'élément dans lequel je me sens bien. Et j'étais pas très heureuse à l'école. Je préférais être dehors, je préférais l'effort physique, je préférais partir en déplacement en permanence. Une de mes périodes que je garde en souvenir, qui était super agréable, c'était quand je faisais les jeunes chevaux, les vieux chevaux. J'étais jamais chez moi, c'était une vie de nomade que j'appréciais vraiment, vraiment beaucoup. Et donc oui, une évidence, complètement, oui. A dit en introduction, vous semblez être quelqu'un de discrète, et puis finalement, on discute avec vous, et vous êtes quand même très à l'aise, vous n'êtes pas timide, en tout cas, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est comme ça que vous vous définiriez en tant que personne? D'après vous ou votre entourage, quelles sont vos principales qualités, défauts, traits de caractère, plus largement? Défauts, je n'en ai pas, évidemment. C'est souvent ce qu'on nous répond. Traits de caractère, c'est difficile d'être objectif sur sa personne, évidemment. Je pense courageuse, je pense travailleuse, je m'inspire des gens qui m'entourent aussi pour me faire grandir. Mon mari et moi travaillons ensemble depuis plusieurs années, donc on se nourrit l'un l'autre pour pouvoir prendre les grandes décisions. Il n'y a jamais de décision qui est prise de manière unilatérale. Donc, je pense être à l'écoute aussi. Du coup, voilà, ça fait une qualité supplémentaire. Défaut... Peut-être d'être, je vais pas dire trop sérieuse, mais trop critique envers moi-même et quelque part je rate tous les plaisirs que je pourrais prendre sur des belles perfs sportives, tellement je suis encore concentrée et critique sur le détail qui pouvait ne pas me correspondre à ce moment-là. Donc j'apprécie tout, mais 6 mois après, donc c'est un peu tard. Est-ce que ce goût du détail, ce ne serait pas aussi ce qui vous rend aussi performante, ce qui a fait votre carrière ? Oui, certainement. Oui, complètement, je le valide complètement. Maintenant, nous, notre structure, elle est structurée sur peu de chevaux. On passe énormément de temps sur nos chevaux. Je déteste le commerce, par exemple. J'aime pas ça. Donc, on n'a pas du tout une écurie de commerce. On a une écurie dans laquelle on fait grandir des chevaux sur plusieurs années. Donc, on passe énormément de temps avec eux. Et de ce fait, le détail s'impose, travailler dans le détail s'impose à nous, s'impose oui et non, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on aime faire aussi, d'aller chercher les derniers détails pour pouvoir sublimer un cheval. C'est drôle que vous le mentionniez parce que justement ce matin en préparant l'interview, je suis allée faire un petit tour sur votre FFE Compète et je me suis rendu compte que vous aviez très peu de parcours au final par rapport à des cavaliers qu'on peut voir tourner avec justement toute la partie jeunes chevaux en semaine, ensuite avec un certain nombre dans les épreuves 1 étoile, 2 étoiles, puis le 4 étoiles. Vous au contraire, on vous voit avec un piquet de chevaux plutôt restreint. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce système que vous avez construit, qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui, ou en tout cas le système tel qu'il est construit aujourd'hui ? Alors, pareil, les systèmes dans lesquels cavaliers nous installons, je pense, alors je parle pour moi, mais je pense pouvoir parler de tous les cavaliers, sont fabriqués par rapport au moment, par rapport aux rencontres, par rapport aux opportunités, par rapport à l'état de santé des cavaliers, à l'état de plein de choses. Et effectivement, mon système, j'ai peu de chevaux, j'en veux peu, parce que je n'ai plus 20 ans. Monter 10-12 chevaux par jour, je l'ai fait. Je reste, malgré tout, j'ai un corps solide. C'est une qualité que j'aurais pu aborder tout à l'heure, d'ailleurs. Je me considère comme étant assez solide. Mais pour autant là, ça fait plus de 20 ans que je fais ça de manière professionnelle et je peux plus. Donc, on construit ce système-là autour de nos envies aussi, et nos envies sont vraiment basées sur sublimer un cheval avec des gens, des propriétaires et des chevaux qu'on a envie d'avoir en fait. J'ai la prétention de dire que je n'ai pas un cheval ni un client que je ne veux pas avoir dans mes écuries, et ça,
au plus je vais avancer, au plus je vais vieillir, j'ai envie de dire, au plus je veux me rapprocher de ça. Vous venez de le dire, ça fait 20 ans que vous faites ça. Est-ce que justement, c'est pas une des qualités qui fait que vous faites partie de ces cavaliers dont la longévité sportive est quand même à souligner? Ça fait assez longtemps qu'on vous voit à très haut niveau. On l'a dit, vous avez fait beaucoup de Coupes des Nations, vous étiez à Tryon en 2018. Vous tournez autour du haut niveau, vous en faites partie. Comment est-ce qu'on fait pour durer dans le temps de cette manière dans un sport qui est aussi difficile que le nôtre, tant bien financièrement que physiquement, et avec tous les aléas qu'on lui connaît aussi? Sur 20 ans de carrière, alors là, vous abordez finalement que les choses super agréables. Sur 20 ans, il y a eu forcément des hauts, il y a forcément des bas. 20 ans, c'est long. Ça veut dire qu'on a aussi la chance de notre métier, c'est qu'on a 20 ans pour progresser. 20, et j'ose espérer que j'en aurai encore de nombreuses années derrière moi. Mais pour autant, on n'a pas... Je compare souvent notre sport en disant on n'est pas comme j'étais passionnée de Laure Manodou quand elle était jeune et j'étais vraiment intriguée par cette sportive de boulot, de rage, de tout ça. Et elle n'avait pas le choix que d'être douée en plus du travail qu'elle avait effectué, parce qu'elle avait que 5 ans pour pouvoir exploser au haut niveau. Nous, on peut le faire sur toute une vie. Ça veut dire que Tryon, c'était il y a 4 ans. Je pourrais y retourner ou pas y retourner, même dans 10 ans. Enfin, on a cette chance, on a cette possibilité. Par contre, on est aussi dépendant, évidemment, de notre cavalerie. Et un cheval, pour aller faire du très haut niveau, se construit. En tout cas, nous, on est partisans de ça. Je n'ai jamais trop apprécié... d'avoir un cheval, je ne vais pas dire tout fait, mais d'âge sur lequel je ne peux pas me connecter complètement. Et finalement, cette connexion-là, on peut la faire que sur les jeunes chevaux, que sur les jeunes chevaux, sur un cheval sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Et j'adore ce sentiment quand je rentre en piste avec un cheval que j'ai pu former, donc au bout de 2-3 ans, où j'ai besoin de demander à peine les choses. Tout se fait tout seul. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'est assez passionnant. On évoque votre carrière sportive et puis on va y revenir, mais on parlait de vous à la base, en tant que femme. Et justement, vous êtes une femme et vous avez eu un enfant, Victor. Et puis vous êtes mariée, on vous l'avait dit aussi. D'après mes sources, vous faites au mieux quand même pour passer le plus de temps possible avec votre famille. Et c'est un sujet qu'on aborde très souvent avec nos invités, l'équilibre entre vie professionnelle sportive, vie familiale, parce qu'on sait que ça pose question, surtout dans ce sport-là. Vous l'avez dit, partir en jeunes chevaux du mardi au jeudi, puis retourner après sur des concours internationaux ou nationaux. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver votre équilibre entre ces deux vies-là, pour prioriser le plus possible votre famille sans délaisser la partie sportive? Alors déjà, j'ai la chance d'avoir un mari et un petit garçon formidable qui me suivent. Alors mon mari me suit à 3000%. J'ai un petit garçon qui n'aime pas du tout les chevaux. Donc dans le quotidien, c'est pas forcément simple. Il a quel âge aujourd'hui? Il a 12 ans. D'accord. Il a 12 ans et donc c'est passionnant d'élever un petit garçon qui est différent de nous. Mais ça pose question, ça pose réflexion pour justement le voir s'épanouir en dehors de ce milieu équestre dans lequel on passe un temps juste incroyable. Donc c'est pas facile tous les jours, c'est du sport, c'est certain. Maintenant, j'aime tout faire, j'aime monter, j'aime passer du temps chez moi, j'aime passer du temps avec mon fils. J'aimerais que le temps puisse compter double pour pouvoir le faire encore plus. J'ai souvent le sentiment que je ne fais jamais assez, que ce soit l'un ou l'autre. Mais quand je regarde ma carrière professionnelle ou ma famille, je me dis que finalement, tout le monde a l'air plutôt bien. Et donc, c'est qu'on doit ensemble réussir ce challenge qui est pour moi, la famille, en plus, le plus important. Ça, c'est certain. Au moment où vous avez décidé d'être maman et qu'il a fallu mettre un terme, qu'il a fallu faire une pause dans votre carrière, en tout cas dans votre saison à minima, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous avez hésité? Est-ce que
Je sais que c'est difficile et j'en avais discuté avec une cavalière qui avait à peu près 26-27 ans, qui est une cavalière internationale, une cavalière française qui monte au niveau international. Et elle me disait, je ne sais pas quand je vais pouvoir le faire. Aujourd'hui, j'ai un bon cheval. Si demain, je suis enceinte, il va partir. Mon propriétaire ne reviendra pas, le cheval ne reviendra pas. Est-ce que ça vous est arrivé ? Bien sûr. Et le problème, c'est qu'on a toujours un cheval qui nous empêche de passer le pas. Parce qu'il n'y a pas à dire 9 mois, il faut les faire quand même. À la fin, c'est quand même ça. Et effectivement, il y a toujours un cheval qui vous empêche de passer le cap. Pour ma part, avec mon mari, on a sauté le cap, j'avais 30 ans. Je ne dis pas que c'est jeune, je ne dis pas que c'est tard, mais un peu quand même. Ça a été dur, oui, parce que j'ai des clients qui sont partis. Ce qui a été dur, c'est que le corps d'une femme sportive pendant 9 mois qui change, où on perd le contrôle total. Ok, le récupérer, ça ne se fait pas 2 coups de cuillère à peau. Donc ça a été extrêmement long de récupérer ce corps de sportive, de gérer en plus ce nouveau-né, où j'étais une mère louve terrible, dans le sens où personne n'avait le droit de toucher à ce bébé, donc en mode Wonder Woman, vraiment, sauf que ça passe pas quand même à la fin. Donc effectivement, mon mari a été super parce qu'il a supporté que je sois cette mère louve, et en même temps quand je ne pouvais plus, et il était là pour gérer l'ensemble. Donc tout ça reste que de bons souvenirs évidemment, mais c'est vraiment pas simple, et c'est même triste parce que j'aurais aimé avoir d'autres enfants. J'ai adoré être maman, pas enceinte, ça c'est vrai, mais la maternité, voir mon fils grandir, enfin tous les âges, il a 12 ans, je l'ai dit tout à l'heure, tous les âges me sont passionnants. Ok, on arrive en préadolescence, donc peut-être un petit peu moins quand même, mais jusque-là, en tout cas, c'est super passionnant. Et j'aurais aimé pouvoir vivre ça avec d'autres enfants. Et je remarque, pour les professionnels, les femmes professionnelles cavalières, il y en a beaucoup qui n'en ont pas. La majorité n'en ont qu'un, et très peu en ont plusieurs quand même. Donc c'est un vrai sacrifice qu'on fait à notre métier, un vrai sacrifice qu'on fait à notre famille, plutôt, pour notre métier. Et personnellement, je l'ai tellement bien réussi, cet enfant, que je me dis, ok, je m'en sors pas si mal. Mais ça, voilà, si je peux avoir un tout petit regret, j'ai une vie qui est fantastique, mais j'aurais aimé avoir d'autres enfants. Mais bon, à un moment donné, choisir, c'est renoncer aussi. Il y a donc quand même une certaine pression autour de ce sujet-là. Est-ce que le fait d'être une femme a aussi pu, alors sans parler de la grossesse et de la maternité, etc., est-ce que le fait d'être une femme vous a aussi mis parfois dans des situations à cheval, dans la vie professionnelle sportive de haut niveau, dans des situations un peu moins confortables ? Oui, clairement. Alors, plus je vieillis, moins ça m'arrive, ça c'est certain. Mais plus jeune, évidemment, j'ai l'impression qu'en tant que femme, on est... Alors je ne sais pas si toutes les cavalières se retrouvent dans ce que je dis, ou j'ai l'impression qu'il faut qu'on en donne au moins 2-3 fois plus pour avoir le même regard professionnel de nos pairs. Après, c'est l'équitation, le CSO, c'est je pense encore le seul sport olympique mixte, bien que ce soit le cheval, le sportif évidemment, mais on est quand même mélangés au quotidien, et autant dans les niveaux amateurs éclairés, il y a effectivement beaucoup de femmes. Dans le milieu professionnel plus ou moins haut niveau, on en croise quand même de moins en moins. Donc on est quand même beaucoup plus entouré d'hommes que de femmes, et j'ai ce sentiment-là pour atteindre la même crédibilité qu'un cavalier du même niveau, j'ai toujours eu l'impression de devoir en faire beaucoup plus. D'accord. Il y a une autre chose, une autre facette par laquelle vous vous démarquez. Souvent, dans ce milieu, on voit justement les femmes amateurs éclairées qui vont plutôt s'effacer derrière leur conjoint s'il est cavalier. Et donc, il va y avoir un cavalier référent dans l'écurie, l'homme, et la femme va plutôt venir un peu groomer, monter les autres chevaux, monter à la maison, etc. Vous, c'est l'inverse. Vous avez pris le lead dans cette écurie familiale. Ça s'est fait hyper naturellement ? Oui, parce que quand j'ai rencontré mon mari, il travaillait pour CWD, il avait un gros poste chez CWD.
il a travaillé dans les chevaux auparavant, mais en termes de niveau, pour parler basiquement de niveau, il n'a jamais été à ce niveau-là non plus. Donc quand on s'est mis à travailler ensemble, il n'a jamais été question de quoi que ce soit. La question ne s'est jamais posée, oui. On va rebasculer un peu plus peut-être sur votre carrière sportive. On l'a dit, un des bons côtés de votre carrière, et vous l'avez dit dans un article de presse, avoir représenté la France aux Jeux équestres mondiaux de Tryon en 2018. Vous avez dit que c'était une consécration pour vous. Est-ce que porter la veste de l'équipe de France, représenter votre pays, ça a toujours été important pour vous, plus que des épreuves individuelles? Et est-ce que c'est un objectif que vous conservez pour la suite de votre carrière sportive? Alors oui, c'est toutes ces épreuves, toutes ces Coupes des Nations vécues, j'en garde de très très bons moments, parce que c'est le seul moment où ce sport individuel devient collectif, où le sans faute de l'autre est aussi important que le nôtre. Et c'est la seule fois où finalement on croise les doigts pour qu'il fasse sans faute au lieu de faire 4 points et passer devant. Donc c'est vraiment un format vraiment différent. Ensuite, reporter la veste de l'équipe de France, pourquoi pas. Mais j'ai envie de dire, je prends la vie comme elle vient. J'ai adoré faire cette étape de haut niveau, parce que au bout de 20 ans de carrière, se dire, allez, cap ou pas cap, est-ce que tu saurais le faire ou pas? Je l'ai fait, j'ai su le faire. Donc, quelque part, pour moi, ça a été, je vais pas dire, oui, une consécration, mais de me dire, ok, je peux partir sur ces hautes sphères, et j'ai su gérer le truc, et ça, pour ma satisfaction personnelle, c'était très agréable. De là à vouloir faire, et d'ailleurs, je l'ai pas du tout construit comme ça, une vie comme ça, effectivement, ça ne m'intéresse pas tant que ça non plus. Y retourner si un jour j'ai un cheval, bien sûr, mais je suis trop attachée à l'ensemble de ma vie, c'est-à-dire avec cette volonté de construire mes chevaux comme je le fais, cette envie de cocooning familial aussi, et le très haut niveau, à mon sens, n'est vraiment pas compatible avec cette vie. Mais c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que nous, c'est vrai qu'on a l'habitude dans ce podcast d'interviewer des cavaliers de très haut niveau, des cavaliers dont la vie est d'atteindre le haut de la ranking list, etc. Et on a du mal à se rendre compte qu'il y a aussi beaucoup de cavaliers dont le très haut niveau n'est pas un objectif en lui-même. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de sacrifices, tellement de choses en jeu, et je trouve que c'est intéressant de le rappeler aussi de temps en temps. Je trouve que j'ai déjà tellement sacrifié ma vie professionnelle, ma vie privée, pardon, pour ma vie professionnelle, que alors, si demain on doit y retourner sur une étape de 6 mois, 1 an, ok, bien sûr, mais pas mon envie, c'est pas de partir tout là-haut et d'y rester surtout. Mais j'avais lu quelque chose qui va, je pense, converger vers ce que vous étiez en train de dire. Vous aviez dit dans un article que vous conserviez la trêve hivernale, qui ne se fait plus pour la plupart des cavaliers. Vous n'emmenez pas les chevaux comme la plupart des cavaliers, donc en tournée en Espagne, au Portugal ou dans le Sud. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce choix? J'imagine qu'il y a une part de vie privée, il y a aussi une part certainement de votre façon de construire la carrière d'un cheval. Est-ce que c'est ça? Oui. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que quand je démarre ma saison, au mois de mars jusqu'au mois de novembre, mes chevaux ne font pas de trêve. Pour le coup, quand je démarre, je ne les arrête plus jusqu'au mois de novembre. Alors, bien sûr, ils ne tournent pas tous les week-ends, il y a tout un roulement, mais sauf problème majeur, mais j'en ai pas un qui va avoir besoin de 2 mois de pause. Et je pense que de ne pas tourner l'hiver et de ne pas commencer trop tôt me permet de pouvoir faire ma saison outdoor vraiment sans interruption. Après, oui, au niveau privé, j'ai besoin aussi de me retrouver chez moi et de me retrouver avec mon petit qui n'aime toujours pas les chevaux et de pouvoir faire d'autres choses, pouvoir l'emmener dans ses activités extrascolaires, de pouvoir faire des choses. Et aussi, j'ai une deuxième très grande activité et qui me prend aussi beaucoup de temps l'hiver, c'est l'enseignement. Je fais beaucoup de stages et c'est quelque chose qu'on développe depuis... j'en ai toujours fait, mais depuis ces dernières années, se développe beaucoup et ça aussi, ça me prend du temps.
Et ça m'intéresse aussi beaucoup. En fait, je suis intéressée par tout. Donc, c'est un peu ça mon problème, c'est que je voudrais juste tout faire, mais là, pour le coup, le temps manque. Et cette partie-là, elle se fait aussi l'hiver, quand la saison est terminée pour les amateurs. Et pour autant, tout le travail, pour en revenir aussi au niveau des chevaux, tout le travail de dressage, de répétition, pour pouvoir former les chevaux. Quand j'ai un nouveau cheval qui arrive, je demande toujours aux clients qui puissent arriver août, septembre, que je puisse vraiment passer du temps dessus pour les avoir les plus près possible pour la saison, parce que c'est pas sur un terrain qu'on dresse un cheval, c'est vraiment dans le travail de fond à la maison. On va reparler de l'enseignement là juste après, mais pour juste continuer sur la question du haut niveau, du sport, etc. Je voulais vous demander à vous, quelle était votre vision actuelle du sport de haut niveau, français en l'occurrence, mais plus largement si vous le souhaitez. Mais là, c'est vrai qu'on voit beaucoup de très bons jeunes cavaliers arriver. On a vu Mégane Moissonnier la semaine dernière à la Baule, incroyable. Édouard Lévy et bien d'autres, je ne vais pas tous les citer. Et puis, il y a cette équipe de France très forte, toujours là, les seniors. On peut citer Simon, Bosti, Kevin, Pénélope, Olivier et j'en passe aussi. Comment est-ce que vous voyez le sport évoluer dans les années à venir ? Je ne suis pas devin pour l'évolution du sport. Maintenant, il y a effectivement de plus en plus de très très bons cavaliers. Quand vous prenez, alors je vais prendre, sans parler du très haut niveau, mais sur un grand prix, par exemple grand national, on doit être en général 80 en moyenne d'inscrits. Sur les 80, je pense que 70 peuvent le gagner, ce grand prix. Je trouve ça assez impressionnant. Il y a beaucoup, ce qui m'épate aussi, c'est que je suis capable d'arriver en début d'année, de découvrir, ça me le fait assez souvent, des nouvelles têtes, mais des nouvelles têtes qui montent très très bien, propres, justes, des jeunes. Je trouve que les jeunes, alors quand je vais parler des jeunes, je vais parler des ados, 14, 18 ans, vraiment cette jeunesse-là. Je trouve qu'il y a une vraie professionnalisation qui est faite. On les voit beaucoup déscolarisés. Ça se faisait pas tant que ça, moi, à mon époque. Et ça se passe bien. J'ai que des bons retours. Il y a que des bons retours de ce système-là. Mais beaucoup sont déscolarisés pour pouvoir être au plus près de leurs chevaux, de pouvoir monter plus, enfin, de pas avoir tout simplement le stress de l'école et du lundi matin en rentrant d'un concours le dimanche soir. Et ça permet de pouvoir être plus libre dans les concours, plus libre dans les entraînements, plus libre de plein de choses. Donc je pense que ça, c'est un changement ces dernières années. Et il y a vraiment une professionnalisation qui s'est faite autour de ces jeunes-là, je trouve. Maintenant, la suite, que dire je ne suis pas devin, je sais pas trop. On tend dans ce sens-là, en tout cas. Vous l'avez dit, vous aimez enseigner, vous avez formalisé avec le temps ce que vous appelez, en tout cas ce qu'on peut lire sur votre site, la méthode Francard. J'ai lu ça donc dans la bio de votre site et je me demandais plusieurs choses. Déjà, sur quoi repose cette méthode ? Si j'en crois le détail, c'était donc qualité du galop, équilibre du cheval, légèreté de la main. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Il va falloir venir monter un petit coup avec moi, si tu veux en savoir plus. Il ne faut pas nous dire de fois. C'est difficile d'expliquer comme ça. Maintenant, mon point de départ sur mon enseignement, quand je prends un nouveau cavalier, peu importe le niveau du cavalier, du cheval ou de l'âge, je pars du postulat que le cavalier est toujours un perturbateur. Donc déjà, j'essaye de m'occuper du cavalier en lui faisant comprendre que s'il ne perturbe pas son cheval sera déjà mieux. Une fois ça installé, on peut découvrir plus facilement, avec une meilleure lecture, les défauts du cheval. Et à partir de ce moment-là, on peut s'accorder sur le travail du cheval. Mais je vous en dirai pas plus, faut venir me voir. On viendra, alors on va faire un petit camion cet hiver pour venir. Est-ce que justement, l'enseignement, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de vous ou ça a mûri au fur et à mesure des années ? Et qu'est-ce qui vous plaît dans le contact avec les élèves ? Alors l'enseignement, j'en fais depuis toujours. Bien sûr, cet enseignement a évolué. Heureusement, il évolue en même temps que moi. Ce qui me plaît, c'est de vendre du plaisir. Voilà, moi je suis une vendeuse de plaisir. J'essaye de toujours m'adapter à la volonté de la personne qui se présente à moi. Et ce qui me plaît, c'est de pouvoir donner 2-3 astuces pour pouvoir réveiller quelque chose dans le couple. Et quand tout le monde a la banane, le soir, quand je rentre dans ma voiture, je l'ai aussi. Et mon stage, j'ai réussi. Ce qui me plaît, c'est ça, c'est de pouvoir vendre du plaisir.
plaisir, Vous avez le sentiment qu'en un week-end de stage, on peut réussir à trouver le petit déclic, le petit détail qui va justement emmener un couple ou emmener un cavalier vers une meilleure compréhension et du coup vers une meilleure saison? Alors j'aimerais en être sûre, c'est certain. En tout cas, j'ai beaucoup de retours dans ce sens-là, mais après je suis pas magicienne non plus, c'est-à-dire que le stage en plus en groupe, c'est pas évident à organiser et à gérer, c'est certain, parce que je ne connais ni les cavaliers ni les chevaux, on n'a qu'une heure et demie, ils sont 3, ils sont 4, enfin voilà, c'est vraiment, on reste sur des bases assez larges, mais en fait je le fais... Le meilleur boulot dans mes stages comme ça, alors là évidemment je parle des écuries beaucoup plus locales, c'est de pouvoir me déplacer, je l'ai fait cette année encore, tous les mois, une fois. Et là on voit des merveilles et c'est génial. Ça veut dire que la première fois on pose vraiment les bases, après on ne peut pas plaire à tout le monde non plus, donc au fur et à mesure, au bout du deuxième stage, hop, on en a déjà perdu pour ceux qui ne valident pas cette méthodologie et c'est très bien aussi. Et au bout du troisième, ne reste que ceux qui veulent vraiment rentrer dans le process et au bout de 6 mois, j'ai plus rien à faire parce que tout va bien. Je vous l'ai dit, on s'est un peu renseigné avant de faire l'interview et j'ai discuté un peu avec Léa Marin, avec qui vous travaillez depuis quelques mois et qui écoute pas mal le podcast, qui m'a dit qu'une de vos principales préoccupations, c'était de conserver toujours l'intégrité du cheval. Et vous l'avez dit d'ailleurs, le cavalier est toujours un perturbateur. Toujours aller dans son sens et non à son encontre. Est-ce que c'est ça pour vous, être un homme de cheval avec un grand H? Et est-ce que c'est ce que vous essayez de véhiculer à travers des jeunes cavaliers que vous entraînez? J'enseigne comme je monte. Ça veut dire que mes valeurs et mes bases de travail, elles sont adaptées évidemment par rapport au niveau et à la compréhension du cavalier. C'est pour ça que les jeunes enfants, c'est pas un exercice facile pour moi. Mais pour autant, vraiment de pouvoir partir là-dessus. Je pars du principe qu'un cheval, si on l'amène à faire les choses par lui-même, il le fera toujours mieux que si son cavalier l'y oblige. Et la plupart du temps, je constate des cavaliers qui obligent le cheval à faire ci, à faire ça. Et il y a toute une méthodologie pour pouvoir amener ça différemment, pour que le cheval puisse le faire par lui-même. Et quand il le fait par lui-même, il le fera toujours mieux. Et comment est-ce qu'on fait pour communiquer sur cette philosophie-là dans les jours comme aujourd'hui où on parle de plus en plus de bien-être animal, en tout cas le sujet est de plus en plus sur la table, où il y a de plus en plus de partis animalistes qui remettent en cause notre sport. Vous, est-ce que vous prenez parti, en tout cas est-ce que vous avez un état d'esprit ou une idée sur la question, sur le sujet? Qui n'est pas facile. Non, voilà, c'est difficile parce que effectivement, c'est sûr, des abus, il y en a, c'est certain, on va pas se le cacher. Pour autant, je suis pas, si j'ose me mouiller, pas tout à fait d'accord parce que un cheval fait en moyenne entre 5 et 600 kilos. Un cavalier, alors je vais parler pour les femmes, puisque c'est moi qui parle. Vous avez raison. On va parler de entre 55 et 65 kilos, pour dire que la cavalière que je suis fait à peine 10% du poids de son cheval. Et quand on entend les cris un peu des animalistes, on a vraiment cette notion on oblige coûte que coûte l'animal à faire. Et quand je le réfléchis de cette manière, je ne suis pas sûre, je ne suis pas d'accord. Je pense ne pas être d'accord, dans le sens où je ne vois pas comment, en faisant que 10% du poids de mon cheval, je peux le forcer à exécuter quelque chose. Et nos chevaux sont quand même nos chevaux modernes, que vous verrez au CSI 4 étoiles ce week-end, sont quand même des chevaux qui ont été génétiquement, je ne vais pas dire modifiés, mais choisis, travaillés pour pouvoir sauter, comme les chiens de course, comme les chiens de chasse, comme les chiens de garde. Naturellement, ces chiens-là ont cet instinct naturel d'aller à la chasse, d'aller de garder, d'aller... Et nos chevaux, c'est un peu pareil, ils ont naturellement, alors je ne vais pas dire cette envie, mais par contre cette facilité. En revanche, que le cavalier fasse le job pour amener ça le plus proprement possible, effectivement, il y a du travail. Ça, j'en conviens, et c'est là où on peut parler d'abus, comme j'ai pu le dire en préambule. Mais pour autant, j'ai eu
la malchance l'année dernière de ma jument de tête, qui est là d'ailleurs maintenant puisqu'elle s'est guérie, elle a guéri, mais qui s'est abîmée et qui a été forcée d'être au repos pendant 6 mois. Et je l'ai vue déprimée, vraiment, parce que de l'avoir sortie de son quotidien de sportif, de cheval de sport, je l'ai vue vraiment déprimée. C'était c'était vraiment triste à mourir. Et quand elle a repris le travail, elle s'est remise à revivre. Et les premiers sauts qu'elle a fait, elle l'a fait, mais comme un poulain, comme un jeune, tellement... alors, je ne vais pas avoir cette idée un peu édulcorée de dire elle était heureuse de sauter, parce que je ne vais pas aller jusque-là, mais quand même. Et je l'ai vraiment sentie heureuse de reprendre ce travail-là. Et malgré tout, qu'on soit pour ou qu'on soit contre ce sport par rapport au bien-être animal, il ne faut quand même pas oublier que nous passons... énormément de temps avec nos chevaux, hein. Une saison de concours, là, nous on y est 7 jours sur 7 avec nos chevaux, on les connaît quand même par cœur, hein. On sait quand ça va, on sait quand ça va pas. Qu'une tierce personne j'apporte pas de crédit à quelqu'un en dehors du milieu qui va dire ce cheval-là est bien, ce cheval-là n'est pas bien. Concernant mes chevaux, je suis la seule, et l'équipe interne est la seule à pouvoir le dire. Et quelque part, on leur demande effectivement de gros efforts, hein, de pouvoir faire les épreuves qu'on leur demande. S'ils ne sont pas bien, ils ne peuvent pas faire ça jusqu'au bout. Pas tenir une saison de concours, pas tenir un parcours en sautant 1,50 m sur des barres fines. Donc pour moi, ça n'a pas un sens complet. On a eu la grande chance de pouvoir enregistrer avec Éric Navet cette année aux États-Unis. Et Éric le formalisait un petit peu, le formulait comme ça. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec ça. J'imagine que oui. Éric disait, quand je monte à cheval, la première chose, c'est d'obtenir l'ouverture d'esprit du cheval. C'est-à-dire que le cheval, déjà, s'intéresse un petit peu à ce que je pense, à ce que je recherche, et qu'il ait envie de communiquer avec moi. Et ensuite, c'est de le faire rentrer dans un jeu, c'est-à-dire que il va comme rentrer dans la danse avec moi, essayer de comprendre ce que je veux et me le donner par jeu et prendre du plaisir à ça. Est-ce que cet effet un petit peu de jeu, c'est comme ça que vous construisez le travail au quotidien avec vos chevaux ? Alors, je l'ai pas intellectualisé comme ça, mais effectivement, les mots me parlent, la formule me parle. Je pense que je ne contrains jamais mes chevaux. Et donc, pour reprendre ma phrase, alors celle d'Éric, je me retrouve dedans, hein, mais la mienne, c'est, et ce qui rejoint cette formule, c'est le cheval fait par lui-même. Et à la fin, quand je rentre en piste, je ne suis là que pour montrer le tracé et que pour aiguiller. Mettre le bon galop, le bon tracé, et le reste, c'est lui qui fait. Et s'il y a un petit souci, je vais être là pour donner un coup de main. Mais c'est lui et par lui-même qui doit faire ça tout seul. Donc quand les chevaux participent, moi par exemple, j'ai besoin d'un cheval qui participe avec moi. Et j'ai certains chevaux qui naturellement ne participent pas parce qu'ils n'ont jamais appris ou parce qu'effectivement ça ne les intéresse pas. Mais quand au fur et à mesure du travail, au fur et à mesure des parcours, au fur et à mesure de dire non, je fais rien, c'est toi qui dois te prendre en charge et l'obstacle est là et c'est toi qui dois faire le boulot, le cheval de la même manière s'intéresse et rentre dans le jeu. Le but pour moi, c'est de pouvoir rentrer dans une piste et de pouvoir le moins en faire possible. Vous avez parlé de Betty du Prieuré, oui, qui est une fille de l'étalon belge Dorémy. Et si je ne me trompe pas, c'est donc un produit 100% familial. Dorémy était un étalon qui appartenait à votre père et que vous avez monté jusqu'au niveau Grand Prix. Vous la montez, cette jument-là, depuis qu'elle a 7 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'elle, de sa trajectoire sportive et comment est-ce que vous avez construit sa carrière ? Je la construis comme toutes les carrières de mes très bons chevaux que j'ai construits, c'est-à-dire que comme je suis pressée, je prends mon temps. Donc je l'ai montée à 7 ans, effectivement, je l'ai récupérée à 7 ans. Elle a fait à 7 ans, alors c'était en 2018, c'était pendant tout l'épisode de Volney, donc Betty, je vais pas dire trop occupée parce que j'étais souvent partie et c'est là où elle m'a quand même impressionnée parce que en m'en occupant peu, elle faisait quand même super bien le job.
job. À 8 ans, elle a fait un cursus classique, comme j'aime bien les faire, c'est-à-dire qu'elle a fait 1m45 pour lui apprendre à se mettre un petit peu sur la hauteur, finaliser un petit peu le dressage pour qu'à 9 ans, une fois mis tout bout à bout, elle puisse faire de belles épreuves. Sauf qu'à 9 ans, c'était en 2020, donc le confinement, donc une période un petit peu difficile parce que je sortais de mes repères quand même de préparation de chevaux, ça m'avait vraiment pas mal perturbée. Pour autant, elle avait quand même rempli correctement les cases, puisqu'elle a classé plusieurs grands prix, dont celui de Saint-Lô 4 étoiles en fin d'année, donc le contrat a été rempli. Et malheureusement, l'année dernière, à cette époque-là, d'ailleurs c'était à Bourg qu'elle s'est abîmée dans un transport, donc elle a fait un peu une année blanche. Donc elle reprend la compétition. Je lui souhaite le meilleur, évidemment. Nous lui souhaitons aussi. Voilà, elle revient plutôt bien. Ce qui m'épate un peu, c'est que la tête va plus vite que son corps, parce que ces chevaux d'âge qu'on arrête mettent beaucoup plus de temps à se remettre physiquement, surtout qu'elle est très grande. Par contre, la tête, elle veut y aller et puis elle veut tout faire, mais la tête va un peu trop vite par rapport à son corps. Donc, elle progresse de concours en concours. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous faire ce week-end. De cette jument, donc Betty du Prieuré, vous aviez d'abord acheté une part avant d'acheter les parts manquantes. Donc maintenant, Betty vous appartient en intégralité. On le sait, on l'a dit déjà, l'équilibre entre sport et commerce est toujours délicat. Il faut faire des choix qui sont difficiles et cruciaux. Ça a été le cas avec votre cheval, Volney de Boitteville, que vous avez vendu donc à l'issue des JEM de Trayonne en 2018. Et ça a été aussi le cas tout récemment avec donc, la vente de Darco. On l'a mentionné un peu plus tôt, off micro, mais on en a parlé. Comment est-ce que vous envisagez la suite avec Betty et avec vos autres chevaux de tête ? À quel moment intervient le choix de garder, de vendre ? Qu'est-ce qui va rentrer dans la balance ? Comment vous gérez un peu cette question-là ? Il y a beaucoup de complexité. Volney et Draco, nous étions propriétaires en partie. Et donc, nous avons la responsabilité des personnes qui sont dans le bateau avec nous. En l'occurrence, ces personnes, que ce soit Volney, où c'était aussi son esseur Hubert Hosto, ou Draco, c'était aussi son esseur Nicolas Normand, ce sont des monsieur, madame, tout le monde. Et ces ventes-là ce sont des ventes d'une vie pour ces personnes, et elles sont très importantes. Alors sportivement et émotionnellement, la cavalière que je suis, j'ai le cœur déchiré, Draco encore un peu parce que c'est tout récent, évidemment, mais en même temps, comme on se sent responsable, parce que ce soit Hubert pour Volney ou Nicolas pour Draco, nous font confiance à 1000%. Alors c'est fantastique parce qu'on gère la carrière du cheval de A à Z comme on l'entend, mais du coup derrière ça génère une très très grande responsabilité parce qu'on joue aussi avec leur capital, quoi, hein. Donc c'est aussi à nous d'amener au mieux les choses. Et voilà, donc maintenant on a toujours eu pour ces deux chevaux-là une ligne de conduite qui est finalement un tarif, voilà, on ne va pas se le cacher. Et quand ce tarif, quand le client commence à valider le tarif, eh bien la question ne se pose plus. Maintenant, on a aussi beaucoup d'exigences. Ça veut dire que à l'époque de Volney et Draco, ça s'est passé aussi, hein, quand le client ne nous plaisait pas. On a refusé, quoi. On s'est permis de refuser parce que dans le passé, et j'en suis encore malheureuse, j'ai vendu un cheval qui était un cheval super gentil, super mignon, mais vraiment super mignon. Et il a rencontré de mauvais cavaliers derrière, de pas gentils cavaliers. Et je trouve que c'est tellement facile de martyriser un cheval gentil. Et ça m'a vraiment peinée. Et je me suis promis de ne plus jamais recommencer sur ces bons chevaux. Alors quand je dis bons chevaux en termes de qualité, mais aussi ces bons collègues, ceux qui se battent pour vous sur la piste, ceux qui font le job, il est hors de question qu'on les mette, on les prostitue pas, on les met pas sur le trottoir comme ça. Le commerce se fait dans de bonnes maisons. Et nous avons déjà, que ce soit pour Volney et Draco, refusé des maisons parce qu'elles ne nous convenaient pas. On va arriver sur la fin de cette interview. On est dans le timing au niveau de votre emploi du temps. Génial.
Il y a juste quelque chose que j'ai souligné, que vous avez dit un peu en passant tout à l'heure rapidement. Vous avez dit « Non mais j'adore ma vie ». Et c'est une question qu'on pose assez souvent à nos invités. Vous avez eu un enfant, vous êtes marié, vous avez votre vie sportive et personnelle. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi votre vie? Est-ce que vous êtes épanoui dans votre vie? Et d'ailleurs, quelle est votre définition de la réussite? Gros sujet encore. Alors oui, moi je pense avoir réussi. La réussite, elle n'est pas basée sur, je pense, selon moi, hein, elle n'est pas basée sur une échéance ou tel type de carrière ou tel type de choses. Elle est basée, en tout cas moi, on la base communément avec mon mari sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on veut. Et alors, Draco, le commerce de Draco, le récent commerce de Draco va me permettre de vraiment finaliser ça, parce qu'encore une fois, on a quand même une dimension économique à tenir, mais c'est de ne pouvoir maintenant faire que ce que je veux. Oui, et complètement. Et donc, c'est pour ça que je trouve que j'ai une belle réussite professionnelle, parce que Volney m'avait permis de commencer à partir dans ce sens-là. Draco va finir de pouvoir le faire, et de pouvoir me permettre de monter que les chevaux que j'ai envie et de travailler qu'avec les gens que j'ai envie. Et ça, quelque part, je pense que c'est un luxe, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'interview, plus jeune, j'ai monté plein de chevaux, des chevaux que j'avais pas envie de monter, pour des clients que j'avais pas forcément envie de monter. Donc je connais aussi cette facette-là, et donc je peux apprécier maintenant de pouvoir, je vais pas dire finir ma carrière, parce que je me souhaite encore plusieurs années, mais de pouvoir faire un dernier versant dans ce sens-là. Donc oui, pour moi, j'ai juste envie de dire, pourvu que ça dure. Vous parliez d'Éric Navet tout à l'heure, et je regarde très peu les interviews, mais forcément, Éric Navet, c'est un cavalier fascinant, et c'est notre dieu, voilà. Et on souhaite qu'il revienne un jour en France, d'ailleurs, Éric, si tu m'entends. Mais j'avais vu une interview dans laquelle je me retrouvais complètement, et sans prétention, hein, mais il disait le haut niveau, c'est la cerise sur le gâteau, mais ce que je préfère le plus, c'est faire le gâteau. Et je me retrouve vraiment pleinement dans cette chose-là. Ça veut dire que si j'étais une accro du haut niveau, bah effectivement, ma vie, elle serait pas chouette. Je serais malheureuse tous les jours. Sauf que moi, ce qui me plaît, ce qui nous plaît, c'est de pouvoir passer du temps avec nos chevaux, de les former, de faire de belles aventures avec nos clients pour emmener les chevaux. Et donc oui, clairement, ma vie est une vraie réussite professionnelle. Merci pour votre temps, Alexandra. Merci pour votre enthousiasme débordant. C'est gentil. Merci.